Mince. Emmène-moi une autre lumière là, s'il te plaît. Solène. Mince. Vraiment. Félicitations à la Côte d'Ivoire. Je vais... Connectez-vous, 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 connectez-vous. Hey. Waouh. Vraiment, brillante qualification de la Côte d'Ivoire. Des appels fusent de partout. Ne m'appelez pas, s'il vous plaît, je suis en direct. Ne m'appelez pas. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, partagez le direct. Partagez, partagez, partagez. Est-ce que Ozidli est là? Partagez, partagez, partagez le direct. La Côte d'Ivoire vient de faire fort. Vraiment, cette Coupe d'Afrique des Nations ne va pas arrêter de faire des surprises. Je ne sais pas pourquoi. Ou bien c'est ma lumière. Connectez-vous. Connectez-vous, on va essayer d'aller très rapidement, hein, parce qu'il y a des personnes qui travaillent demain. Je vais essayer un peu d'augmenter. J'aime pas trop cette lumière. Voilà, on va laisser comme ça, j'aime rester à l'état naturel. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous venez de vivre avec moi cette grande phase à élimination directe de la Coupe d'Afrique des Nations. J'espère que vous me voyez bien parce que, comme je vous le disais tantôt, je porte des lunettes de vue, donc quand la lumière frappe trop dans mes yeux, ça passe pas. Donc, ce soir, vous êtes dans le cadre de l'émission La Minute de la CAN. Et nous allons d'abord féliciter la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui sort de très loin. Qui sort de très loin parce que personne n'aurait cru. Franchement, la Côte d'Ivoire renaît. Alors qu'on pensait que la Côte d'Ivoire est au fond du gouffre, la Côte d'Ivoire renaît comme un phénix. Félicitations aux coéquipiers de Serge Aurier. Félicitations à toute la Côte d'Ivoire. Félicitations aux supporters ivoiriens. Franchement, je pense que la leçon qu'on va tirer de ce match, c'est que le ballon est rond pour tout le monde. Incroyable mais vrai, la Côte d'Ivoire vient d'éliminer les champions en titre, qui est le Sénégal. Mesdames et messieurs, bonsoir, et essayez de faire un tour de partage. Je sais qu'il se fait très tard, mais vous savez, l'émission qui a pour but d'animer, d'accord, de débriefer, de faire des analyses, ne pouvait pas ne pas avoir lieu ce soir. Parce que, vous savez, nous suivons cette compétition de très près. Et à chaque fois que les matchs terminent, nous avons obligation de débriefer.
Je vais m'excuser parce que nous devons avoir cette émission hier, malheureusement pour des raisons indépendantes de notre volonté, et vu l'importance des matchs, on n'a pas eu d'autre solution que d'attendre les résultats de ce soir. Ce qu'on a vécu ce soir est un match de titan. Ça veut dire que tant que on n'a pas encore donné le coup de sifflet final, franchement, tout est possible. Notre invité, notre consultant maison, est déjà là. Ça commence à monter. Très bien. Je vais essayer de prendre notre consultant maison. Je vais envoyer la demande à notre consultant maison qui va faire son entrée. Consultant maison, le zigli, le sage, le visionnaire. J'ai cité Junior Soko. C'est lui-là même, l'homme. Oh là là, je comprends pas. Euh, euh, Monsieur le consultant, essayez de sortir et revenir dans le direct. Ça me marque refus. Ça me marque refus. Essayez de sortir et revenir. Ou alors vous, envoyez-moi la demande d'amis de votre côté. Pourquoi mon image est... je ne sais pas régler mon... Mais bon, ça va. Nous venons de vivre un événement, mais alors là, historique. La Côte d'Ivoire sur lequel on ne disait plus. Je vais dire que la Côte d'Ivoire sort de très loin. La Côte d'Ivoire renaît comme le phénix. Qui pouvait croire? Qui aurait imaginé que la Côte d'Ivoire pouvait éliminer ce soir même le champion d'Afrique au Sénégal? Une Côte d'Ivoire qui n'espérait plus. Merci. Merci, notre cher consultant partage le live. C'est vrai qu'il se fait tard. Merci, cher consultant, de nous partager ce live. C'est très gentil. Partagez, s'il vous plaît. Les Ivoiriens, partagez. Les Camerounais, c'est l'Afrique qui gagne. Partagez. Et faisons preuve de fair play. L'histoire a démontré que le ballon est pour tout le monde. L'histoire a démontré que tout est possible lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Je vais essayer de reprendre mon consultant maison. Voilà. Je viens de vous renvoyer la demande d'amis. Essayez d'accepter de votre côté. Voilà. Ça y est. Bonsoir, cher consultant. Oui, bonsoir à toi, Michel, et très heureux de te retrouver après plusieurs jours pour notre traditionnel débrief dans le cadre de cette émission à laquelle le grand public s'est désormais familiarisé, la minute de la CAN. Merci et félicitations encore aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Voilà. Aux éléphants de la Côte d'Ivoire, cher consultant, qui n'était pas favori de cette compétition. Je vais dire qu'on n'y croyait plus. Les éléphants ont été en quelque sorte repêchés sur la base d'un calcul. Les éléphants reviennent. En revenant en force, les éléphants viennent de ressusciter comme le phénix. Mais quelle surprise! Mais quelle surprise! Le football, c'est quelque chose de magique. Qui aurait cru que les champions d'Afrique, le champion d'Afrique, qui venait faire un doublé, qui venait chercher un autre sac, aurait pu être éliminé ce soir par, je vous dirais, les outsiders, parce que à ce stade, la Côte d'Ivoire était considérée comme un outsider. On n'y croyait plus.
Les Ivoiriens, je vais dire, tout le monde a misé sur le Sénégal. Après, évidemment, l'élimination du Cameroun, la belle famille vient de réaliser un exploit. Alors, cher consultant, on admire quand même le courage, le mental d'acier de cette formation ivoirienne qui est revenue en puissance. Cette fois-ci aguerrie, cette fois-ci lucide, cette fois-ci constituée de tous ces guerriers tels que Serge Aurier. Franchement, et du côté du Sénégal, Sergio Mano, non, pardon, Sadio Mané, allais-je dire, Sadio Mané, qui lui aussi était de la partie, mais ce soir, c'était un véritable bras de fer, un véritable duel en gladiateurs. Je crois que vous avez suivi de bout en bout comme moi les émotions fortes, les tons forts. Ils ont lutté jusqu'au bout. On a même vu en termes de possession de balles, que le Sénégal a menacé jusqu'à la dernière minute. Mais lors de l'épreuve fatidique des tirs au but, la Côte d'Ivoire a démontré qu'elle pouvait imposer le respect sur son propre territoire. Avant que de poursuivre, avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à cette formation ivoirienne? Pensez-vous à la lueur, l'élan qu'elle vient de prendre, que cette formation pourra aller plus loin? Oui, Michel, tu l'as dit si bien. Je tiens à réitérer ici donc toutes mes félicitations aux éléphants de la Côte d'Ivoire qui viennent de se qualifier dans une rencontre âprement disputée, un match très difficile qui allait jusqu'aux prolongations et au tir au but, je crois, dans cette série de huitièmes de finale. C'est le deuxième match qui se solde véritablement par des prolongations et des tirs au but. Après On la a République vu démocratique également du une Congo et rencontre l'Égypte. hier. Absolument, tout à fait. Alors, plus qu'un outsider, les éléphants de Côte d'Ivoire sont des recalés, des repêchés. Ils reviennent de loin. Voilà. Parce que véritablement, ils étaient presque éliminés. C'est par un coup de main du Maroc que le Sénégal, qui était presque, autant pour moi, la Côte d'Ivoire, qui était presque déjà éliminé, a pu revenir dans la compétition. C'est une preuve qu'on peut s'appuyer sur ces échecs pour rebondir. Alors, c'est aussi ça la magie du football. Le football n'est pas une science exacte. Le football, des fois, n'a pas de logique. Et le football, c'est ça justement qui fait la magie, le côté sacré et le côté émotionnel du football. Je pense que là, la leçon en retirant de ce match, c'est tout simplement apprendre de ses erreurs. Alors, Michel, tu te souviens, j'étais sur ce même plateau avec un Ivoirien. Nous avons débattu du match perdu par la Côte d'Ivoire et je lui avais dit que pour moi, la Côte d'Ivoire était une équipe solide, mais la Côte d'Ivoire a fait face à ce qu'on appelle un manque de chance, un manque de baraka parce que l'arbitre, lors de ce fameux match Côte d'Ivoire-Guinée équatoriale, malheureusement a refusé 2 buts à l'équipe de Côte d'Ivoire et cela a entamé le moral des éléphants de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, face à la pression du public qui attendait beaucoup de ces éléphants, et ces éléphants avaient le dos au mur et savaient pertinemment que c'est une seconde chance qui leur a été accordée. Ils n'avaient pas droit à l'erreur. On a donc vu une équipe combative, conquérante, des guerriers jusqu'au bout, dans tous les compartiments, et ça a fini par payer. Ils ont fait plier les Chines aux champions d'Afrique. Vous convenez donc avec moi que les matchs se suivent, Michel, mais ne se ressemblent pas. Comment comprendre que le Sénégal, champion d'Afrique sortant, qui a fait un parcours sans faute lors de la phase des poules, a gagné ses 3 matchs, aujourd'hui s'incline devant la Côte d'Ivoire? C'est une preuve, s'il en était encore besoin, que le football, ce n'est pas une science exacte. Rien n'est écrit sur une boule de cristal. Tout se joue sur le terrain. Il n'y a pas de favoris. Il n'y a pas d'outsider, il n'y a pas de petites équipes, il n'y a pas de grandes équipes. D'ailleurs, nous voyons au quart de finale le Cap-Vert qui s'est qualifié pour les quarts de finale. J'irai plus loin et d'autres pays qui n'étaient pas attendus. Et au final, il y a la sortie des poids lourds, le Cameroun, l'Égypte, le Ghana, qui sont carrément mis hors de course. Et nous voyons des petites nations, entre guillemets, qui continuent. Je pense que la Côte d'Ivoire a cet atout
de jouer devant son public et de jouer tout simplement à domicile. Et cela peut booster cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Et je pense que le public poussera les Ivoiriens à aller le plus loin possible. Alors, je vais chuter en revenant sur l'histoire du coach, de l'entraîneur, du sélectionneur, Michel. Nous savons que l'entraîneur, sélectionneur, manager, coach, appelez-le, de la Côte d'Ivoire, a été démis de ses fonctions. Exactement. Et aujourd'hui, l'équipe ivoirienne, les éléphants gagnent presque sans entraîneur. Ça veut dire que ce n'est pas un entraîneur qui joue, ce n'est pas l'entraîneur qui fait la force d'une équipe. Lorsqu'une équipe est combative, lorsqu'une équipe est déterminée, elle peut aller le plus loin possible. Bravo encore une fois aux éléphants de Côte d'Ivoire qui démontrent que dans la vie, tant que ce n'est pas fini, pour parodier un célèbre entraîneur, tant que ce n'est pas fini, c'est pas fini et que la vie nous réserve des surprises. Il faut se battre jusqu'au bout. Il faut se battre jusqu'au bout. Pour ceux qui viennent de prendre le direct en cours, nous sommes dans le cadre de l'émission La Minute de la CAN, émission spéciale Coupe d'Afrique des Nations. Et là, pour ce soir, nous sommes là pour débriefer, pour analyser, faire des commentaires et donner des points de vue de manière objective dans le cadre de cette compétition qui s'achèvera le 11 février 2024 prochain du côté de la Côte d'Ivoire. Ce soir, un exploit a été réalisé par la formation ivoirienne, alors qu'on n'y croyait plus. Telle cette formation renaît des cendres, tel un phénix. Et aujourd'hui, cette formation vient de démontrer clairement que tant que le coup de sifflet final n'a pas été donné, tant qu'on n'a pas encore, on n'est pas encore passé à autre chose, eh ben, tout est possible. Et aussi, on se rend compte que les grandes équipes sont en train de tomber tour à tour. Alors, pour ce faire, je vais lancer les hostilités déjà avec le Cameroun, hein, comme je le disais tantôt. On va aller un peu plus vite hein, parce qu'il s'est fait tard, on travaille demain et tout. Donc, je vais rentrer de plein pied dans cette première élimination des huitièmes de finale. Le Cameroun qui a été éliminé lors de ce grand match hein, qui l'opposait évidemment au Nigeria, comme lors de l'édition 2019, le Nigeria est sorti victorieux de son duel hein, contre le Cameroun en huitième de finale de la CAN en s'imposant d'un score de 2-0 samedi dernier. Alors, cher consultant maison, Junior Zogo, le Cameroun n'a pas vu son étoile briller hein, plus longtemps. Opposé au Nigeria dans le premier choc à ce stade de la compétition, il a été battu et c'est donc si bien, comme on peut le dire, hein, les Super Eagles qui les ont battus et qui joueront malheureusement les quarts de finale avec pour adversaire les Angolais, tombeurs évidemment eux aussi de la Namibie, un peu plus tôt d'un score chaotique de 3-0. Alors, nous allons nous attarder un tout petit peu hein, sur l'élimination précoce du Cameroun, cher consultant maison. La question qui me vient à l'esprit tout de suite, à qui la faute? Alors, on ne va peut-être pas clore au pilori qui que ce soit la faute et elle revient à plusieurs personnes ou groupes dans cette élimination des Lions indomptables du Cameroun de cette édition de la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui se joue en 2024. Les Lions indomptables, comme on l'avait analysé objectivement, avaient des fébrilités. Les Lions n'étaient pas aussi déterminants. Ce n'était pas une équipe compétitive, on l'a dit, puisqu'on est là pour faire une analyse froide et objective. Nous avons remarqué dès le début que ce n'était pas la meilleure des générations des Lions indomptables. C'est une équipe qui n'avait véritablement pas de leader, une équipe qui manquait de talent, qui n'était pas à la hauteur et qui jouait tout simplement parce qu'au Cameroun, il y a ce qu'on appelle la détermination, la rage, qu'on connaît sous l'acronyme de Hamlet. Alors, que retenir de cette élimination des Lions indomptables? Nous, fins observateurs du football, nous ne sommes pas surpris par cette élimination des Lions indomptables du Cameroun parce que plusieurs facteurs ont miné, n'est-ce pas, la participation des Lions indomptables du Cameroun à cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être nous allons y revenir dessus de manière plus détaillée. Déjà, s'il faut parler du niveau des joueurs, je pense que ce n'était pas la meilleure des équipes possibles, sans pour autant vouloir tirer sur un corbillard. Nous n'avons
jamais connu une génération des Lions indomptables aussi vulnérable, aussi poreuse, aussi fragile à l'attaque comme au milieu, tout comme à la défense, même au niveau des gardiens de but. Nous pensons que cette élimination est arrivée à point nommé pour éviter la honte, pour éviter la déculottée et tout simplement le déshonneur à cette équipe qui véritablement, pour utiliser un euphémisme, n'était pas compétitive. Alors, pour nous, cette défaite pourrait s'expliquer par plusieurs raisons, Michel. Poserai D'abord, des questions tout à l'environnement. l'heure, allant dans ce sens justement. Du coup, j'ai eu juste besoin que vous plantez le décor, hein, parce que il faut dire que là, on va d'abord aborder, il y a plusieurs facteurs. De toute façon, après l'élimination des Lions indomptables, ça surgit de partout. Il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Il y a eu beaucoup d'hypothèses, beaucoup d'accusations, ce qui va faire qu'aujourd'hui, je vais essayer de vous placer chacune des hypothèses afin que vous développez, vous l'acceptez ou vous déconstruisez. Alors, tout de suite, je vais d'abord vous parler du contexte technique. Est-ce qu'on peut dire que la recette du Nigeria je vais dire, a fonctionné hein, face à ce Cameroun bien trop inconsistant, voilà, techniquement, parce qu'il faut dire que techniquement, on a vu une défense flottante quand on revient, on refait marche arrière, hein, on refait la rélecture de ce match par rapport au Nigeria. On a quand même vu une défense assez flottante. On a vu une équipe qui ne voulait pas aller au choc. On a vu des personnes qui n'étaient pas très engagées. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'on peut dire, déjà parlons techniquement et tactiquement, est-ce que ça aurait contribué à cette débâcle? Oui, Michel, techniquement, l'équipe n'était pas à la hauteur parce que véritablement, dans cette formation des Lions, on ne trouve pas un joueur emblématique dont le niveau était au-dessus de la moyenne de la trame. Des gens comme Samuel Eto'o, Roger Mila, Patrick Mboma, sachant que le goleador de cette équipe est le meilleur joueur actuellement, Vincent Aboubakar, il était presque absent du fait d'une blessure. Pourtant, Vincent Aboubakar, Alors, excusez-moi, Vincent Aboubakar, pendant qu'on y est, je vais vous laisser continuer, excusez-moi, je rebondis tout de suite, parce que ce Vincent Aboubakar, on l'a vu s'échauffer pendant plus de 30 minutes. On ne savait pas pourquoi. C'est-à-dire il s'est échauffé pour rien, en fait. Alors qu'en fait, Vincent aurait pu faire son entrée, il aurait pu être classé dès l'entame même du match pour pouvoir, pourquoi pas, sécuriser la tanière des Lions indomptables. Mais on n'a rien compris, on l'a vu s'échauffer au point où le pauvre était fatigué. Et je ne sais pas ce qu'il pouvait bien faire à ce moment-là. Je vous laisse continuer. merci Michel, j'aime bien ce côté pointilleux de ta part. Tu vas toucher du doigt la réalité. Cela nous permet de rentrer de plein pied dans l'aspect technique parce que tactique, tout au moins l'aspect tactique n'est-ce pas, du staff des Lions indomptables. Nous étions sur le côté niveau de cette équipe. Globalement, c'est une équipe à la limite par respect moyenne qui n'avait pas de grandes individualités sur tous les compartiments. Nous avons un goût amer avec, n'est-ce pas, la cage des Lions indomptables où nous pensions quand même que André Onana fait partie des meilleurs gardiens au monde, mais le spectacle auquel nous avons assisté nous a laissé abasourdis et tout simplement estomaqués. Lorsque nous prenons le rideau défensif du Cameroun, nous ne retrouvons qu'un seul joueur convaincant, c'est Christopher Wu du Stade Rennais, mais tout le reste, c'était véritablement des joueurs à la limite médiocres et très moyens. Nous prenons maintenant le compartiment offensif, le milieu des Lions indomptables. On ne retrouve que Zambo Anguissa, qui également a été une grosse déception, quelqu'un qui manque de détermination, d'engagement et de pugnacité tout simplement. Au niveau de l'attaque, nous étions privés, n'est-ce pas, du meilleur joueur, Vincent Aboubakar, et on a eu affaire tout simplement à des joueurs moyens et presque des bouches-trous. Vous parlez du cas donc de Vincent Aboubakar qui s'est échauffé presque pendant 70 minutes. Il est rentré, le pauvre, presque à bout de souffle, fatigué, épuisé. C'est autant de choses que nous ne comprenons pas. Cela me rappelle d'ailleurs une anecdote lors d'une Coupe du Monde avec un certain joueur du nom de Yobo Alain qui était presque le remplaçant de Roger Mila. Et Yobo Alain était connu pour ses échauffements très longs. Et Yobo Alain s'est échauffé pendant toute la Coupe du Monde, plus que les joueurs qui ont joué. Et à chaque match, il s'échauffait
de la 15e minute jusqu'à la 90e minute, mais il ne jouait jamais. Nous n'avons donc pas compris la non-titularisation de Vincent Aboubakar et puis ce côté et ce fait anecdotique, l'échauffement qui va durer près de 70 minutes, Aboubakar Vincent qui rentre blessé, diminué et qui était presque à bout de souffle. Cela met en relief donc le procès qui est fait, si on peut l'aborder, à l'encadrement technique des Lions indomptables, notamment le sélectionneur manager, comme il s'est présenté lui-même, Rigobert Song, on lui reproche énormément de choses. Et ça a été assez visible qu'il y a eu assez d'erreurs sur le plan tactique. L'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables manque tout simplement de tactique, de vision, d'organisation et de système. Et c'est ça véritablement qui aura enfoncé cette équipe qui disposait pourtant de quelques valeurs sûres, de quelques atouts que le Cameroun aurait pu exploiter, mais malheureusement, pour des raisons qui m'échappent, qui certainement t'échappent aussi, l'entraîneur n'a pas su exploiter, n'est-ce pas, tous les talents mis à sa disposition. Cela a pu s'observer au niveau même de la sélection de certains joueurs. Il y a des voix qui se sont élevées sur la non-sélection des gens qui, à notre sens, et de la vie, n'est-ce pas, de la plupart des amateurs du football, méritaient amplement leur place au sein de cette formation. Et comme je l'ai dit, Michel, nous n'allons pas tirer sur un corbillard. Je pense que les défauts du sélectionneur manager des Lions indomptables sont assez patents, sont assez visibles, et nous pensons qu'il est temps de tirer toutes les leçons et toutes les conséquences pour pouvoir passer à autre chose. Parce que le Cameroun, justement, est un pays difficile. Il y a eu beaucoup de clivages après 2018 et la montée en puissance du tribalisme ou tout au moins du repli identitaire, Michel. Ça rend difficile la tâche aux esprits critiques qui peuvent proposer des choses pour faire évoluer et faire bouger les lignes. Dès lors que tu vas essayer de faire des propositions, très vite, on va te cataloguer comme étant un jaloux, on va te cataloguer comme étant un tribaliste. Donc, chacun a ses fans et il est difficile de porter un jugement objectif désormais au Cameroun. Et nous assistons donc à cette descente aux enfers. Pour moi, véritablement, il y a eu un problème technique et un problème tactique du sélectionneur-manager qu'on accuse d'ailleurs d'incompétence, de ne pas être à la hauteur. Et je pense que, et j'espère que nous aurons l'occasion d'aborder son bilan pour ne pas verser dans le dénigrement. Ce soir. Et il a beaucoup à dire. Alors donc, ce qui fait que mon consultant va brûler un tout petit peu les étapes, mais c'est très bien, il a pris de l'avance, on va juste enchaîner derrière. Mais tout de suite, je lis également les internautes, hein, et je peux aussi apporter un certain nombre d'éléments de réponse. Hein. Alors j'ai Madame Bertivette qui me demande pourquoi le Gabon n'est pas en Coupe d'Afrique des Nations. Je vais vous répondre respectueusement. Madame Bertivette, le Gabon n'est pas en Coupe d'Afrique des Nations tout simplement parce que le Gabon a été éliminé en phase éliminatoire, d'accord, de la Coupe d'Afrique des Nations. Avant d'arriver à la CAN, il y a une phase éliminatoire. Merci. Et encore. Michel, tu permets que je rebondisse. Oui, allez. C'est cet aspect que j'abordais avec toi. Il y a beaucoup de fanatisme au Cameroun. On ne laisse plus libre cours à l'analyse objective. Il y a des gens, pour des raisons subjectives, deviennent très frileux, très agressifs et très chauvins. Ils sont contre le débat, ils sont contre l'échange. Alors, de manière un peu implicite, ce que cette compatriote veut te faire comprendre, c'est que toi, tu viens parler des histoires du Cameroun, alors ton propre pays, le Gabon, n'y est pas. Et c'est le mal donc qui ronge le Cameroun, parce que lorsque tu vas parler de Rigobert Song, de Samuel Eto'o, qui sont des gens que nous respectons, ils ont été des grands joueurs, il y a leurs fans, il y a des ayatollahs qui n'acceptent aucune critique constructive, qui sont dans le chauvinisme, le fanatisme et même la bêtise. Et c'est pour ça que la situation, à la limite, se cristallise et les choses ne font que empirer. Tu comprends, Michel? Alors, nous sommes là, non pas pour insulter un pays. Tu es une Africaine, tu es une journaliste et tu suis la CAN et tu fais des analyses, tu fais du débriefing après des matchs. Qu'est-ce que cela a à voir avec le Gabon? Qu'est-ce que cela a à voir avec, je ne sais pas, mon village natal et Kalanminkoul? Il faudrait qu'on arrête avec cette mentalité, qu'on ne pense pas que
dès lors que quelqu'un n'est pas d'accord avec quelque chose, dès lors que quelqu'un émet un regard critique, il est un ennemi, il nous déteste. Il faut sortir de cette manière de réfléchir et de penser qui véritablement ne relève pas du XXIe siècle. Et c'est pour ça que les problèmes s'amoncellent au Cameroun. On ne peut rien dire, Michel, ça je te le dis. Le moindre propos que je vais avancer là, tu verras un procès qui me sera fait que je suis jaloux d'Eto, je suis jaloux de Rigobert Song, je suis aigri, je suis frustré. Pourtant, c'est la critique qui fait avancer. Nous avons vu la Côte d'Ivoire. Le public ivoirien a cassé et brûlé. Nous le condamnons. Exactement. Il a été très en colère. Et aujourd'hui, les Ivoiriens avaient en tête cette colère du public et du peuple de la Côte d'Ivoire. Nous n'allons pas continuer à fonctionner sur ce registre au Cameroun où on pense que pour X ou Y raison, on doit fermer les yeux sur certaines incompétences, sur certaines dérives. Alors, je te laisse relancer le débrief et l'échange, Michel. Nous lançons le débriefing, tout simplement rappeler à toute personne qui vient de se connecter sur ma page officielle que nous sommes là dans le cadre d'une émission spéciale, la Minute de la Canne. La Minute de la Canne, une émission qui consiste à décrypter, à débriefer, à analyser, d'accord, tout le déroulement de la compétition. Que ce soit le Cameroun, ou la Côte d'Ivoire, ou le Congo, ou l'Égypte, c'est une émission de sport, c'est une chronique sportive, nous analysons au cas par cas. Merci beaucoup, chers internautes, chers followers, merci également de me suivre. Alors nous allons poursuivre, nous sommes toujours avec le Cameroun, hein. Il y a eu plusieurs hypothèses, hein, et nous allons laisser notre consultant maison, développer, déconstruire ou apporter un certain nombre d'éléments de réponse. Alors, cher consultant, effectivement, abondant dans le même sens que vous, il a été décrié cette équipe, voilà, que le peuple considérait de jeunes. Et d'ailleurs, l'entraîneur, le sélectionneur lui-même, Rigobert Song, a confirmé que cette équipe est en voie de construction, en voie de reconstruction, je dirais même. Alors, la question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir, est-ce que c'était l'occasion ou le moment, je voudrais parler de cet événement de taille, cette compétition de haut niveau, est-ce que c'était l'occasion d'emmener cette jeune équipe en voie de construction ou de reconstruction à prendre part à cette compétition? Ou alors, il a fallu quand même ramener l'équipe précédente, l'ossature-type même, qui avait disputé la dernière CAN, la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que c'était normal qu'on ramène une équipe jeune ou alors une équipe en reconstruction pour pouvoir aborder cette phase de Coupe d'Afrique des Nations? Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que une équipe en reconstruction, parce que le Cameroun sort d'une grande compétition, la Coupe du Monde, où on s'est qualifié. Et au-delà de la Coupe du Monde, Michel, tu l'as dit dans ton propos liminaire, pour pouvoir participer à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est-à-dire les combien de pays, les 24 pays qualifiés, il me semble, il y a des phases éliminatoires. Alors, est-ce que le Cameroun, qui estime que, selon le sélectionneur, le manager, l'équipe était en reconstruction. Pourtant, cette équipe a bien participé aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique pour pouvoir arriver à ce stade-là. Donc, on ne va pas nous faire croire que cette équipe s'est qualifiée grâce à des néophytes et à des amateurs. Alors, je vais reprendre ici la réponse donnée par un lion indomptable, Nuhu Tolo, qui est quelqu'un d'assez posé, d'assez calme, qui ne se repent jamais dans des déclarations fracassantes. Il a dit que le sélectionneur arrête de se calfeutrer derrière l'excuse, n'est-ce pas, d'une équipe jeune en reconstruction. Les Lions n'ont tout simplement pas été à la hauteur. Le staff technique est incompétent. Il faut revoir, n'est-ce pas, la sélection des joueurs et l'encadrement des Lions indomptables. Il faut éviter de trouver des boucs émissaires et la fuite en avant. L'équipe, il y a certainement des nouveaux joueurs qui sont arrivés, mais de là à penser que c'était une équipe en reconstruction, je ne le pense pas, parce que dans cette équipe, il y a beaucoup d'anciens que je pourrais citer, les Ambouanguissa, le gardien de but, Fabrice Ondoa, les Nuhu Tolo, Vincent Aboubaka et le reste qui ont été de l'expédition de 2017 qui avait gagné la Coupe d'Afrique. Alors, pourquoi donc le sélectionneur-manager a mis en place une équipe de néophytes en reconstruction? Manquait-il des joueurs expérimentés
pourrait-on lui poser la question, pourquoi donc ne pas sélectionner les Choupo-Moting qui sont encore en activité, qui jouent au Bayern de Munich, l'Engade, ce défenseur central qui est toujours en activité, et bien d'autres qu'on connaît. Moi, je pense que le sélectionneur et l'équipe managériale des Lions Indomptables cherchent tout simplement une porte de sortie et des prétextes pour justifier l'injustifiable. Les Lions n'étaient pas à la hauteur. L'équipe est minée par des conflits internes. L'environnement est tout simplement malsain et délétère. Il y a beaucoup de clans, beaucoup de clivages au sein de cette équipe. Des voix s'élèvent contre les méthodes du président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o, qui fut un très grand champion, mais dont on accuse, n'est-ce pas, de s'immiscer exagérément dans les histoires de la sélection nationale et de ne pas rester à sa place. Nous ne comprenons toujours pas même le choix de Rigobert Song parce que beaucoup d'entraîneurs ont été démis de leurs fonctions après la mésaventure de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on regarde le bilan des statistiques de Rigobert Song, nous ne comprenons pas pourquoi il continue à rester à la tête de cette équipe comme sélectionneur-manager. C'est le moment ici de le dénoncer, de le décrier. Nous n'avons rien après le grand champion Samuel Eto'o fils et le grand champion Rigobert Song, Michel. Il faut faire la différence entre les grands joueurs qu'ils ont été et maintenant le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, et le sélectionneur-manager des Lions, Rigobert Song. Nous pensons que Samuel Eto'o est un bon président de la fédération, mais il a une trop forte personnalité et il s'immisce un peu trop dans des histoires techniques où il ne devrait pas fouiner son nez. Je pense également que l'entraîneur, le sélectionneur, manque de personnalité. C'est un personnage godillot qui est à la solde du président de la fédération et il va falloir réajuster tout ça pour pouvoir remettre chacun à sa place afin que chacun joue son rôle. Voilà le véritable problème du Cameroun. La fédération doit être gérée par le président, l'équipe technique, l'équipe nationale gérée par le staff technique et que chacun fasse son boulot. Si c'est la même personne qui se retrouve en train d'imposer des choix tactiques, d'imposer la sélection des joueurs, d'être le président de la fédération, ça ne marchera pas. Jamais les Lions Indomptables n'ont connu autant de problèmes avec l'arrivée, n'est-ce pas, de M. Samuel Eto'o, que nous saluons parce qu'il a entrepris des réformes, des innovations, des grands projets sur le plan administratif et financier. Mais si Samuel Eto'o se cantonnait à son simple rôle de président de la fédération de foot, je pense que les Lions auraient une bouffée d'air et d'oxygène qui leur permettrait de pouvoir s'épanouir et de s'émanciper. Et pour moi, pour ne pas être dans une critique négative, les Lions Indomptables ont besoin d'un sélectionneur, d'un manager, d'un entraîneur ayant de la personnalité à même de dire non à M. Samuel Eto'o, qui est une très forte personnalité, afin de rééquilibrer les deux forces pour que des choix libres et autonomes puissent être faits par l'entraîneur et le sélectionneur. Malheureusement, tant que le président de la fédération aura la latitude de choisir, de proposer des sélectionneurs, il ira dans le sens de trouver des gens qui lui sont compatibles, qui lui sont soumis. Et dans cette tanière, il y a eu beaucoup d'éclats de voix. Michel, j'espère que tu permettras qu'on revienne dessus. Des conflits tels qu'on n'en a jamais vu, des contestations, des frondes, des clans. Vraiment, Michel, permet qu'on parle de tout ça. Nous sommes là aussi pour dire la vérité, exactement, pour déconstruire. Je disais qu'on partait au cas par cas. Donc là, je voulais qu'on reste d'abord focus sur le sélectionneur national parce que Monsieur Rigobert Song, le sélectionneur national des Lions Indomptables, a dit avec insistance lors de la dernière conférence de presse, lui, sachant qu'il est sous le feu des critiques, il a tout simplement dit, et il a dit avec insistance qu'il n'est pas entraîneur, mais il est sélectionneur et manager de l'équipe nationale du Cameroun. Alors, vous, contentez-vous, parce que c'est aussi ça, éclairer la long terme des internautes par rapport à ces différents rôles. Quel est le rôle exact d'un sélectionneur manager, pardon, d'un entraîneur, entre un entraîneur
est un sélectionneur manager d'une équipe nationale. Parce que là, M. Rigobertson est en train, je vais dire, d'enlever une épine du pied et veut que chacun assume ses responsabilités. C'est pourquoi tout de suite, il veut créer une différence, une nuance entre ces deux rôles. Alors, expliquez-nous un peu à quoi consistent ces différents rôles pour qu'on comprenne. Encore Quel est une le rôle fois, de Rigobertson? encore une fois, nous assistons à une espèce de fuite en avant. Tout à l'heure, là, Michel, tu as dit, le sélectionneur manager a estimé qu'il a une équipe en reconstruction, elle est jeune, et c'est pour ça que nous avons connu cette débâcle. Et c'est pour ça Maintenant, il va chercher... Il n'envisage pas d'émissionner. Voilà. Il veut Maintenant, il va chercher un autre prétexte et alibi qu'il est le sélectionneur manager. Alors, décortiquons et analysons ces termes. Le sélectionneur, de manière simple, c'est lui qui sélectionne les joueurs, Michel. Ça veut dire que c'est lui qui propose des joueurs qui seront retenus. Donc, on suppose que c'est M. Rigobertson qui a fait le choix des joueurs ayant participé à cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça, il assume au moins qu'il a sélectionné les joueurs. Maintenant, être manager veut dire quoi? C'est un rôle purement administratif. Donc, il est là pour manager les joueurs. Ça veut dire pour essayer d'organiser et de coordonner pour que les choses aillent bien. Et ce n'est pas lui qui entraîne. Entraîner veut dire quoi? Faire des tactiques, donner la tactique, faire des classements et retenir qui va jouer à tel poste. Donc, pourtant, au stade, nous avons vu Rigobertson. C'est lui qui parle, c'est lui qui est debout, c'est lui qu'on voit et c'est lui qui donne des consignes, c'est lui qui donne des instructions. Pour moi, j'estime tout simplement que le coach, l'entraîneur, le sélectionneur essaie de nous faire passer un message de manière subtile. Alors, s'il se présente comme étant le sélectionneur et le manager, nous pourrons lui poser une question simple de bon sens, Michel. C'est qui donc l'entraîneur? C'est qui l'entraîneur des Lions Indomptables? Alors, est-ce que Rigobertson veut livrer en pâture son patron, Samuel Eto'o? Parce qu'on pourrait aussi l'interpréter comme une manière de dire que ce n'est pas lui qui fait le choix du 11 entrant et qui propose la tactique. Alors, nous voulons donc qu'il nous dise qui entraîne les Lions Indomptables. Si lui se cantonne à un rôle de sélectionneur et de manager, c'est qui donc l'entraîneur des Lions Indomptables? Pour moi, encore une fois, c'est une fuite en avant. Rigobertson, qui a été le capitaine courage des Lions Indomptables, manque tout simplement de courage pour pouvoir assumer ses responsabilités et pouvoir remettre le tablier et démissionner face à un bilan qui est catastrophique, qui est chaotique, un bilan vraiment qui ne va pas en faveur de Rigobertson. Et nous pensons que des choix doivent être faits. Parce que pour moi, si Samuel Eto'o ne se débarrasse pas de Rigobertson, il finira par couler en même temps que Rigobertson. La prochaine fois, ça leur sera fatal, les deux couleront. C'est un conseil que je donne à Samuel Eto'o. S'il continue à garder Rigobertson pour pouvoir l'instrumentaliser, parce que on voit un Rigobertson diminuer physiquement, il a été très malade. Nous respectons sa maladie. Est-ce que le capitaine, le sélectionneur manager des Lions, vraiment est en pleine capacité de ses atouts physiques? Lorsque nous le voyons, nous ne le pensons pas. Son n'est pas en pleine forme. Depuis qu'il a eu son AVC, ce n'est plus le son des grands jours que nous avons connu à l'époque, quelqu'un de pugnace, de féroce. Alors, sont donc diminués. Pourquoi Samuel Eto'o le maintient là? Et pourquoi lui-même, par un barreau d'honneur, ne décide pas de sortir par la grande porte? J'ai bien peur que le public ne force Samuel Eto'o et Rigobertson à partir de manière brutale, parce que s'il s'entête à maintenir malgré ses résultats médiocres, malgré son bilan catastrophique, je pense que les deux finiront par couler ensemble et que le gouvernement finira par faire quelque chose parce que les Camerounais ne vont pas le tolérer. Voilà la nouvelle phase des éliminatoires qui arrive de la prochaine Coupe d'Afrique et de la prochaine Coupe du Monde. Nous ne pardonnerons rien à Samuel Eto'o et à son sélectionneur manager Rigobertson. C'est le moment de faire des choix utiles, pratiques et pertinents. Lorsqu'on a connu un échec, on se sert, n'est-ce pas, de cet échec pour rebondir.
Le problème des Lions indomptables, c'est d'abord le président de la fédération, Samuel Eto'o, qui a une personnalité sanguine, qui a une très forte personnalité, qui est omniprésent et omnipotent, mais je reconnais les progrès faits, les avancées en termes, n'est-ce pas, d'initiative, d'innovation sur le plan administratif et sur le plan sportif au niveau de la fédération. Mais sur le plan technique et sur le plan de sa personnalité, je pense que le président de la fédération a encore beaucoup de choses à faire pour s'améliorer. Et maintenant, sur le choix de l'entraîneur, tu peux l'appeler comme tu veux, du sélectionneur, du manager, nous pensons que ce n'est pas un bon choix. Rigobert Song, au regard de ses résultats, ne devrait plus rester à la tête des Lions indomptables et par humilité et par responsabilité, il devrait partir. Et maintenant, les pouvoirs publics, le ministère en charge, n'est-ce pas, de la gestion du football, le ministère de tutelle, devrait également prendre ses responsabilités pour que la sérénité et un climat propice reviennent au sein de la tanière et de la fédération. Bien que la fédération soit autonome, l'État ne s'y mêlant pas, mais l'État peut quand même agir de manière indirecte et subtile pour pouvoir mettre fin à ce désordre, à ce capharnaüm, à ce grabuge. Si rien n'est fait, Michel, je te rassure, dans les prochains jours, ça risque d'être la catastrophe et c'est là où les gens vont réclamer non plus la tête de Rigobert Song, mais la tête de Samuel Eto'o. Alors Samuel Eto'o qui aujourd'hui est très critiqué comme étant en griffe, hein, une gangrène au sein de l'équipe nationale parce que d'après les informations qui nous sont parvenues, il s'avère que Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football dirige un peu de manière indirecte en fait la prise des décisions. C'est lui qui a le dernier mot dans tous les secteurs, hein, et que en principe le sélectionneur n'est que là pour exécuter. Il a des mains liées, il prend pas de décisions tout seul. Il est là juste pour exécuter les ordres qui viennent du haut, donc du président de la fédération. Ça, ce sont des informations, hein, qui nous parviennent. Mais après, je pense que dans les tout prochains jours, le président de la fédération aura peut-être quelque chose à dire. Il prépare peut-être sa défense, hein. Mais hormis le fait quand même, il faut aussi décrier ce climat malsain qui règne au sein même de la tanière des Lions indomptables. Parce que je me demande si, en changeant le sélectionneur, ça pourra changer grand-chose. Puisqu'il y a un malaise profond, il y a un problème, je pense qu'il est temps quand même, hein, de remettre les choses à plat, de faire un véritable toilettage au sein de la fédération, y compris au sein des joueurs. Peut-être, pourquoi pas, laisser aussi les joueurs s'exprimer, parce que les joueurs ont peut-être beaucoup à dire. D'après les déclarations des uns et des autres, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a un certain malaise, que les joueurs se sentent peut-être embrigadés et qu'ils ont besoin de s'exprimer. La preuve, il y a eu des fuites lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui ont fusé un peu de partout sur la toile, où on voyait Monsieur André Onana qui aurait répliqué à Samuel Eto'o, hein, voilà, dans les coulisses, que Samuel Eto'o n'aurait pas tenu à sa parole d'honneur, je ne sais sur quelle promesse, et tout de suite, le joueur ne s'est pas gêné de réprimander le président en présence, dans les coulisses, hein, en présence des autres joueurs. Donc ça a emmené le président. Oui, Michel, avec ta permission, pour sortir finalement de cette question, je t'ai dit, la mésaventure des Lions indomptables s'explique par plusieurs facteurs. Oui. Il y a le facteur, n'est-ce pas, du niveau technique de l'équipe, le choix des joueurs qui sont pas à la hauteur. Il y a la question du sélectionneur, manager ou entraîneur qui véritablement, il y a un procès en incompétence qui lui est fait, qui n'est pas dénué de tout sens et de tout fondement. Il y a la personnalité de Samuel Eto'o. Revenons dessus. Jamais la fédération n'aura connu autant d'agitation, de fébrilité depuis l'arrivée de Samuel Eto'o, que nous avons d'ailleurs salué. Je vous ai dit ici que nous saluons les réformes menées par Samuel Eto'o, les projets menés par Samuel Eto'o en tant que président de la fédération. Il faut faire le distinguo maintenant. Est-ce que la personnalité de Samuel Eto'o que nous connaissons tous, il a une personnalité explosive, il est omnipotent, omniprésent, il agit sur tout, il prend tout sur lui, il intervient partout. Cela, est-ce que ça ne pose pas problème aussi à cette équipe nationale? Parce que M. Samuel Eto'o est un homme
à la limite, qui dit ce qu'il pense, qui n'a pas de limite, qui n'a pas de retenue, et qui a été un très grand joueur et qui pense que tout le monde peut être à sa dimension. M. Samuel Eto'o a beaucoup d'écart de langage. M. Samuel Eto'o a de fois un discours qui peut être blessant, qui peut heurter. M. Samuel Eto'o est tout simplement un personnage, c'est une personnalité clivante qui n'arrange pas tout le monde. Alors, je crains malheureusement, comme tu l'as dit, tu viens de toucher du doigt quelque chose d'essentiel. Est-ce que en enlevant le sélectionneur, ça résout le problème de la sélection nationale? Je ne le pense pas. L'un des problèmes de la fédération aussi, c'est que le président Samuel Eto'o doit revoir ses méthodes, sa manière d'agir, d'intervenir et de se comporter. Et comme moi je l'ai dit, le président Samuel Eto'o doit rester dans un rôle purement administratif et sportif s'il veut avancer et faire long feu au niveau de la fédération. Mais dès lors qu'il va s'immiscer dans tout, dès lors qu'il va continuer à être omnipotent et omniprésent, pour parler de manière prosaïque et vulgaire, M. Samuel Eto'o écrase tout le monde. Il ne laisse aucune place aux autres. Il est partout. Il est omnipotent et omniprésent. Et cela ne sert pas la cause des lions indomptables. Moi, j'ai un conseil à donner, et tu as donné le même conseil au président Samuel Eto'o, que nous respectons. C'était un immense champion qui se cantonne à un rôle purement administratif et sportif et qui laisse donc maintenant le domaine technique du football être géré par le sélectionneur, le manager et l'entraîneur. Si Samuel Eto'o ne prend pas sa place, je crains malheureusement que les problèmes ne s'accentuent et que les Lions connaissent d'autres débâcles et d'autres mésaventures qui risquent de jeter les gens dans la rue et de les pousser même à aller débarquer Samuel Eto'o au sein de cette fédération et de le faire sortir par la petite porte. Vivement que ce sage conseil parvienne au président Samuel Eto'o. Le seul souci et le seul souhait, moi, pour ma modeste personne, c'est de voir le président de la Fédération camerounaise de football qui a pas déjà un grand travail, qui a quand même innové, qui a fait innover le football camerounais, qui a innové, qui a récompensé, il y a de cela quelque temps, les meilleurs footballeurs, les meilleurs athlètes du continent. Quand même, on aurait bien aimé qu'il décentralise, qu'il se met un peu en retrait de tout ça et qu'il puisse vraiment rester dans son rôle de président de la Fédération camerounaise de football. Tout ça, c'est de bonne guerre, et c'est là, c'est pour les prochaines échéances, les compétitions à venir, les prochaines phases éliminatoires. Voilà. Aussi, félicitations quand même au Cameroun qui a fait aussi une belle prestation depuis le tour en Coupe d'Afrique des Nations, qui a aussi fait vivre quand même les beaux jours à tous ces supporters-là qui les ont accompagnés. Et comme quoi le ballon est rond pour tout le monde, faisons preuve de fair play et surtout gardons le bon côté et avançons tout calmement dans la compétition. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission. Il nous reste encore deux petites questions à aborder. Pour ceux qui viennent de prendre le direct, nous sommes dans le cadre de l'émission de la minute de la CAN, émission spéciale CAN, qui nous permet de débriefer, d'analyser et de faire des commentaires par rapport au déroulement de la compétition. Et ce soir, vous avez vécu en émotion forte, voilà, la qualification, la brillante qualification de la Côte d'Ivoire. Félicitations encore à la Côte d'Ivoire. La belle famille. Je ne sais pas si les Camerounais vont dormir ce soir. Je crois qu'ils en ont pour deux. Non, ils ne dormiront pas parce que nous connaissons cette vieille rivalité entre Camerounais et Côte d'Ivoire. Deux frères jumeaux qui s'aiment bien mais qui se détestent autant. Je pense que cette victoire, disons-nous de vérité, n'arrange pas le grand public du football camerounais. Parce que pour eux, il était question que les deux frères jumeaux rentrent à la maison. Et là, il y a l'un des frères jumeaux qui surdit. Soyons honnêtes, disons-nous la vérité, beaucoup de Camerounais font semblant, ils ne sont pas d'accord. C'est vrai, le Sénégal aussi à un moment donné a eu la grosse tête, il se voyait déjà champion d'Afrique, il méprisait tout le monde, il se croyait sur un piédestal. Cette défaite leur donne également l'occasion de redescendre sur terre et de comprendre que dans la vie, Michel, rien n'est acquis, tout est dynamique et tout est devenir. Alors, il faut savoir rester humble et modeste.
boucler cette phase, je vais dire cette page sportive, parce qu'on a un dernier point et là on va rentrer dans les divers. Hein. Donc, le Congo a validé son ticket également pour les quarts de finale en éliminant l'Égypte, hein, réduit à 10 durant les prolongations. Donc, le Congo a été aussi soumis à cette épreuve fatidique des tirs au but. Hein. Oh là là, la phase d'élimination Direct, la mort subite. l'élimination directe, la mort subite a été, durant tous ces 2 jours, accentuée. Le Congo qui a eu son baptême de feu aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, je pense que c'est beaucoup d'émotions fortes en fait. Et donc, il faut également féliciter la République démocratique du Congo qui a décroché aussi, qui a arraché son ticket de qualification au quart de finale hein, face à son redoutable Égypte, cette grande nation qui était toujours premier, qui a toujours été inébranlable. Aujourd'hui, c'est la petite nation, la République démocratique du Congo, qui vient de décrocher son ticket. Donc, encore une fois de plus, je veux vous dire que rien n'est acquis jusqu'à la fin de la compétition. Il y a encore de nombreuses surprises qui se préparent. Donc, félicitations encore à cette valeureuse formation congolaise et bon vent à vous. Nous sommes arrivés au terme de cette émission de la Minute de la Canne, mais nous ne partirons pas sans rentrer dans un peu dans les divers, hein, et cela avec le sujet qui fuse sur la toile, qui a fait un véritable tollé et qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Je vous disais il y a quelque temps que je n'allais pas me prononcer de suite là-dessus, mais pour ce faire ce soir, nous allons donner la parole à notre consultant maison, comme je vous le disais tantôt, qui porte une double casquette. Ce soir, il va se prononcer en tant que leader, en tant qu'observateur sur cette question, parce qu'il a été interpellé à plusieurs reprises. Hier, il a débriefé un tout petit peu, mais ce soir, sur ma page officielle, il va répondre à au moins 2 questions clés. Alors, nous parlons de l'affaire Bobda, une affaire qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Alors, M. Bobda, depuis un certain temps, fait l'objet hein, d'une cabale. Je vais dire qu'il est accusé de prédateur sexuel, s'il faut le dire. Hein. Quelqu'un qui est à l'origine de plusieurs cas de viol hein, et dont on a enregistré plusieurs victimes, hein, qui continue à faire je vais dire des témoignages. Je pense qu'on est déjà à plus de 80 témoignages sur cette affaire et aujourd'hui, on ne sait à quel sens se vouer. Alors, moi, je vais me retourner vers l'observateur qui, ce soir, est là en tant que consultant. Monsieur le commissaire Soko, depuis quelque temps, notre frère africain, qui est compatriote camerounais pour vous, monsieur Zumanto, a décrié cette pratique, mais alors là, incroyable, du côté du Cameroun. L'affaire Popda, qu'en pensez-vous? Alors, nous allons être très précautionneux, ma chère Michel, pour éviter de faire l'objet d'un procès en diffamation et en dénonciation calomnieuse. C'est pour ça que je vais m'efforcer d'user d'un certain nombre de termes juridiques appropriés et adaptés. Au lieu de parler d'accusé, moi je dirais, M. Bobda est suspecté de. Voilà. Parce que parler d'accusation, on parle d'accusation dès lors qu'il y a déjà des preuves, un faisceau d'indices et de preuves. Il est suspecté d'avoir commis un certain nombre d'infractions, notamment des histoires de viol, de séquestration, des menaces avec armes. Alors, je vais être donc très méticuleux dans mon positionnement parce que moi, j'ai du respect pour l'état de droit et j'ai également du respect pour les victimes. Et je vais faire une espèce de grand écart parce que le Cameroun est un état de droit et vous et moi, nous ne rendons pas justice. Nous ne sommes pas habilités pour rendre justice. La justice ne se rend pas sur les réseaux sociaux. Nous pouvons être des lanceurs d'alerte. Un lanceur d'alerte, c'est quoi? Lorsqu'il constate qu'il y a un fait, un phénomène qui peut relever d'une infraction et que les autorités ne s'en saisissent pas, il va lancer l'alerte, mais tout en respectant des bases du droit qu'on appelle la présomption d'innocence et éviter de livrer en pâture des individus.
Alors, sur l'affaire dont dit Bobda, il est suspecté de plusieurs Cas de viol. Voilà. Notamment des faits graves, tels des suspicions de viol, de séquestration, d'abus de faiblesse, de menaces avec armes. Qu'est-ce que moi je dirais sur cette affaire? Pour analyser d'abord l'environnement, l'affaire a été portée sur la place publique par un confrère lanceur d'alerte, Jumanto, qui est connu pour être un lanceur d'alerte à gage, qui est là de foi, de ce que je sais sur lui, parce que nous nous connaissons sur la toile. Je suis pour la dénonciation, mais c'est quelqu'un qui est réputé, n'est-ce pas, pour s'engager dans des affaires de règlement de compte, de marchandage, de chantage et d'arnaque. Nous avons vu le dossier sur Jean-Pierre Amourou Belinga, où Jean-Pierre Amourou Belinga a été accusé par ces mêmes lanceurs d'alerte, notamment Jules Manto, et a désorienté. Ils ont désorienté l'enquête préliminaire au point où on se retrouve aujourd'hui dans une impasse. Nous avons vu d'autres affaires où Jules Manto ne s'est pas prononcé, notamment une affaire sur le patron de OneXBet Cameroun qu'on appelle Steven Rodrigue Mbienou. Voilà, ils ont essayé, n'est-ce pas, de lui faire du chantage parce que moi j'avais eu des échanges, n'est-ce pas, de Jules Manto où il tentait de contacter le patron de OneXBet pour pouvoir négocier. C'est à la suite donc du refus du patron de OneXBet de céder à leur pression et chantage qu'il a fait des dénonciations sur lui. Moi, je suis contre des dénonciations qui visent le règlement de compte. Je suis contre des dénonciations dans le sens du chantage et je suis contre des dénonciations sur fond de manipulation politique. Jumanto est un lanceur d'alerte très politisé, comme je l'ai dit, qui roule pour un parti d'opposition réputé, pour ne pas le citer, le parti du professeur Maurice Kamto, qui est un frère du village. Et leurs méthodes sont simples. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, il faut trouver un prétexte, il faut trouver un alibi pour pouvoir les salir et les livrer en pâture. Revenons donc sur cette affaire. Nous avons suivi un certain nombre d'indiscrétions qui, pour le moment, nous laissent assez dubitatifs quant à notre positionnement par rapport à cette affaire. Il se trouve qu'il y a une affaire d'héritage dans la famille Bobda. Un héritage à partager entre les héritiers et les enfants. Et apparemment, on suspecterait une partie, n'est-ce pas, de la famille de Bobda d'avoir contacté certains lanceurs d'alerte pour le salir, pour lancer cette affaire afin de le mettre hors course de cet héritage qui sera partagé au sein de la famille. Je le dis pourquoi. D'accord. L'affaire date d'il y a longtemps. Les faits dont on parle là, Michel, date d'il y a longtemps. Alors, il y a une question simple qu'un enquêteur comme moi devrait se poser. C'est vrai, mieux vaut tard que jamais. Pourquoi cette affaire ressurgit aujourd'hui alors que les faits datent il y a plus de 5 ans, 10 ans? Où étaient les victimes depuis ce temps-là? Alors, pourquoi les lanceurs d'alerte ne se sont pas emparés de cette affaire? Et comme tu le sais, sur la toile camerounaise, un lanceur d'alerte ne se saisit pas d'une affaire pour rien ou de l'ex nihilo. Il y a certainement une relation de cause à effet. Pourquoi ces suspicions autour du partage de l'héritage dans la famille Bobda? Au moment où il faut partager cet héritage, l'affaire surgit et Bobda est livré en pâture. Tout cela nous laisse assez dubitatifs. Maintenant, les victimes elles-mêmes, vous parlez de près de 80 victimes qui ont témoigné, Michel. Qui les connaît, qui les a vues, qui a établi avec certitude que ces dames étaient des victimes. Vous savez, il y a une démarche. Il y a des enregistrements qui sont sortis, il y a des audios, voilà, des personnes qui ont parlé, mais après, je me demande, et ça, c'est la prochaine question que je vais vous poser. Juridiquement parlant, normalement, une accusation, je vais dire, sur la base des faits, je vais dire, enfin, un simple témoignage, je vais dire, sans un support, sans preuve matérielle,
Je pense que c'est un témoignage que c'est très intéressant, Michel, si tu permets, pour que cet aspect ne m'échappe pas. Oui, vous savez, Jean-Pierre Amourou Belinga a été condamné sur la base, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle des aveux, des témoignages. Il y a plusieurs modes de preuve. Parmi ces modes de preuve, il y a ce qu'on appelle le témoignage. Il y a le témoignage. Alors, quelle est la valeur d'un témoignage? C'est d'ailleurs pour ça que des gens sont accusés de faux témoignages, Michel. Le juge, le législateur a mis des garde-fous. Alors, quelle est la valeur, la force probante d'un témoignage? Tout va dépendre de l'intime conviction du juge. Il ne suffit pas d'un témoignage pour condamner quelqu'un. Il faudrait des éléments tangibles et irréfutables, des preuves matérielles et scientifiques, tout simplement parce que des gens peuvent se lever, faire des témoignages, accuser tout le monde. Je respecte ici la qualité des victimes, Michel. Il faudrait qu'on soit clair. Nous ne sommes pas contre le fait que des victimes se lèvent et se plaignent d'avoir subi des choses. Mais nous pensons également qu'il ne suffit pas de se lever, de faire un témoignage pour clouer quelqu'un au pilori. Tout le monde peut faire des témoignages contre tout le monde. Il va donc falloir mettre en place une enquête. D'ailleurs, comme je l'ai lu dans un document que j'étais transmis, le ministère de la promotion de la femme s'est emparé de cette affaire et demande aux victimes de se manifester afin qu'on ouvre une enquête. C'est quoi l'ouverture d'une enquête? L'ouverture d'une enquête consiste à examiner les témoignages, à les recueillir via des professionnels qui vont analyser, observer, passer au peigne fin. Il y aura ce qu'on appelle des fadettes, une enquête technique et scientifique. On va recourir aux appels téléphoniques, aux relevés d'empreintes, ADN, des traces et tout ce que tu peux imaginer. Et ça sera une enquête quand même assez lourde, une enquête qui va nécessiter d'énormes moyens. Alors, il faudrait qu'on sorte de la justice des réseaux sociaux où on livre les gens à la vindicte populaire sur la base des aveux et des simples témoignages. Un témoignage doit être accompagné d'une enquête technique et scientifique. Et je pense que le Cameroun dispose d'assez de moyens pour pouvoir diligenter cette procédure. Il ne suffit pas que des gens se lèvent et fassent des déclarations. Toutes ces victimes doivent se présenter, se constituer partie civile, engager un procès en bonne et due forme. Alors, Michel, tu te souviens, il y a un célèbre joueur. Tu me donneras son nom parce que tu suis le football. C'est un joueur africain qui jouait dans Manchester City, qui a été accusé de viol et de beaucoup de faits. Est-ce que tu peux nous donner son nom? Il joue à l'équipe de France. Il a été accusé, mais au final, toutes les accusations se sont effondrées et il a été déclaré innocent. Benjamin Mendy, tu le connais, Benjamin Mendy. Il a passé des mois et des mois en incarcération, en détention préventive. Des femmes se sont levées, l'ont accablé, l'ont accusé, et au final, Benjamin Mendy a été blanchi. La plupart des femmes qui l'accusaient, qui faisaient des témoignages, ont retiré leurs témoignages face aux juges et aux professionnels et ont reconnu qu'elles avaient menti. Alors, nous n'allons pas rentrer dans les détails. Tout ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait l'ouverture d'une enquête en bonne et due forme et qu'on laisse des professionnels de la justice faire leur travail. La justice ne sera pas rendue par Juimanto, par vous ou par moi. Nous n'avons pas qualité sur les réseaux sociaux pour rendre justice. Et m'inspirant donc du cas de Benjamin Mendy, je préfère être prudent, méticuleux et faire attention aux témoignages. Aller faire un témoignage contre un individu n'est pas synonyme de culpabilité. Alors, M. Bobda est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit clairement établie par la justice. Eh bien, il m'est aussi parvenu des documents et des informations, des personnes qui ont été citées d'ailleurs dans cette affaire qui est extrêmement grave. Moi, je pense que nous sommes en train de rentrer dans une phase de diffamation parce qu'il y a des personnes, des noms des personnes qui ont été citées, qui sont venues apporter un démenti et qui sont en train de se préparer à riposter à travers des plaintes. Donc, il y a également des plaintes qui seront adressées contre M. Zumanto, parce que ces personnes-là, autant pour moi, ne se reconnaissent pas dans cette affaire. Et je me dis, ce n'est pas un acharnement de la personne physique, il s'agit de la personne morale. Il s'agit je ne sais pas, d'une pratique qu'on dénonce. Alors, au risque
que les gens se trompent, parce que je me dis quand même quelque part que M. Zimonto est en train de plaider une cause noble, mais à force des faux témoignages, à force de ce genre de sorties où des personnes sont en train de riposter et de décliner toute responsabilité, moi je pense que ça risquerait à nous Je décrédibiliser. suis totalement d'accord avec toi, Oui, Michel. Mon intime conviction. ces témoignages risquent de le décrédibiliser. Moi, ce que je conseillerais à notre cher confrère, c'est de faire preuve de sagesse et de discernement, de prendre notre problème avec beaucoup, je vais dire, de pincettes, surtout beaucoup de sagesse, surtout pour des personnes qui viennent témoigner, des gens qui ne veulent pas venir à visage découvert. Michel, je vais te dire une chose. Oui. Lors de l'affaire dite Porta-Potty, Michel, je vais te le révéler aujourd'hui. Beaucoup de dames m'avaient contacté en inbox et m'avaient juré qu'elles avaient des vidéos et des preuves. J'ai fait une sortie, tu te souviens de ça, l'affaire Dubaï Porta-Potty, pour dire que dans les prochains jours, je vous donnerai des vidéos, des images, des noms. C'est pas m'ont appelé, m'ont dit qu'elles connaissaient des victimes, qu'elles avaient filmé des victimes, qu'elles avaient des images, des vidéos. Lorsque j'ai fait ma sortie annonçant un direct catastrophique sur l'affaire du porta-potty, les gens attendaient et au final, toutes ces femmes qui m'ont contacté se sont déconnectées, ont fermé leur page et se sont enfuies. Quand je les rappelais, elles ne se sont plus manifestées et elles m'ont livré à la vindicte et m'ont abandonné. Alors imagine que les échanges privés que j'avais eus avec ces dames-là, que j'ai donné des noms des personnes, des individus, je serais aujourd'hui dans un procès et même en prison. Donc il faut faire très attention avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il faut faire très attention. Moi, je pense, mon intime conviction dans cette affaire, c'est que il y a eu quelque chose qui s'est passé, Michel. Et dans ce qui s'est passé, ce n'est pas tel que Zuiman te le décrit. Quelque chose s'est passé. Il y a certainement des prétendues victimes, mais il y a des questions qu'on devrait se poser. Est-ce que cette histoire, il n'y a pas de la récupération, un règlement de compte et autre chose derrière ça? Dès lors que certaines de ces femmes-là, qu'est-ce qu'un viol? Peut-on parler de viol dans une relation sexuelle consentie où tu as touché de l'argent, Michel? Moi, je ne sais pas. J'en sais rien. Je pense que ça sera aux juges et aux enquêteurs de le déterminer. Ça pose aussi la question, n'est-ce pas, de l'éthique, de la vertu et de la morale par rapport à ces jeunes filles-là. Nous voyons aujourd'hui ce contexte qu'on connaît tous au Cameroun. Toutes les jeunes filles veulent devenir riches, veulent ressembler à Biscuit de Mer, à Nathalie Koua, sans avoir rien fait. Et dans ce pays, on valorise la vente du piment, pour utiliser un euphémisme, la prostitution des jeunes filles. Je vais vous citer un nom. Cynthia Fianga est devenue grande influenceuse parce que, dit-on, elle propose des services, des parties fines à des personnes. Aujourd'hui, elle s'est fait un nom. Alors, est-ce que demain, Cynthia Fianga viendra pour se plaindre de dire que j'ai été victime de ceci? Dès lors que nous connaissons des familles, des jeunes filles qui se disaient mineures, qu'allait-elle chercher chez M. Bobda et pourquoi acceptait-elle de l'argent? Est-ce qu'une fille, Michel, tu as des filles, moi j'ai une fille qui a 18 ans, jamais ma fille ne va se retrouver dans ce genre de situation avec un individu qui lui propose de l'argent, elle quitte, elle se retrouve chez lui en train de faire des choses. Une fille éduquée, correcte et sérieuse ne va jamais se retrouver dans des maisons closes, ne va jamais accepter de l'argent pour vendre son corps, mais nous respectons les victimes. Nous disons que dans tout ce qui se passe, il faut faire très attention. Est-ce que ce n'est pas un règlement de compte? Est-ce que ce n'est pas du chantage? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière? Souvenons-nous, je vais sortir par ça, Michel, de l'affaire Benjamin Mendy. Benjamin Mendy, le célèbre joueur de football, il a été arrêté, incarcéré et blanchi à la suite de nombreux témoignages des femmes qui se plaignaient, qui disposaient d'un manoir où il les enfermait, il les menaçait à l'arme. Alors, la justice, toutes les accusations se sont effondrées devant le juge et Benjamin Mendy aujourd'hui sera dédommagé et il a été blanchi et toutes ces femmes seront poursuivies pour dénonciation calomnieuse. Faisons très attention. Alors, s'il y a des victimes, que ces victimes
se manifeste, Effectivement, qu'elle se signale auprès des autorités. Voilà. D'ailleurs, le gouvernement camerounais a réagi via un communiqué que nous encourageons, Michel. Toi et moi, nous encourageons les victimes à se manifester, à se signaler. Nous sommes d'ailleurs prêts à leur donner la parole, Michel. Toi et moi, je lance cet appel aux présumées victimes dans l'affaire Bobda de se présenter à toi et à moi, de nous apporter des preuves et tout ce qu'il faut, nous allons leur donner la parole. Nous allons également aider les autorités dans la recherche de la vérité dans cette affaire. C'est tout ce que moi je peux dire pour éviter un procès contre nous en inhumanité et en indifférence, Michel. Nous ne sommes pas là pour encourager et soutenir des prédateurs sexuels ou des criminels, mais nous estimons tout simplement que les choses doivent être faites dans la légalité, dans la norme, pour éviter, n'est-ce pas, le lynchage, le règlement de compte et des fausses accusations. Voilà. C'était là le commissaire Zogo qui se prononçait sur cette affaire Bobda. Moi également, je vais profiter de par ma tribune de me prononcer en tant que femme, en tant que mère, en tant que personne citoyenne lambda, en tant qu'Africaine. Je condamne avec la dernière énergie cet acte ignoble. Et je demande aux autorités camerounaises, respectueusement, de faire toute la lumière. De faire toute la lumière sur cette affaire. Parce que nul ne peut l'accepter qu'un prédateur ou alors qu'une personne qui fait ce genre de pratique et que cette personne soit en liberté. Alors, chères autorités camerounaises, faites votre travail. Nous avons confiance en vous et nous savons que quel qu'en soit le temps, la vérité finira par triompher. Une enquête, Michel, oui, avec ta permission, à charge et à décharge, c'est ça le rôle d'une enquête. Lorsque tu dis nous condamnons, nous ne pouvons pas condamner. Nous appelons à l'ouverture d'une enquête pour que la lumière soit faite et déterminer soit M. Bobda est ce qu'on dit, soit il ne l'est pas. Parce que l'enquête peut être à charge et à décharge. Il peut aussi se trouver que... J'y arrivais, je voulais dire, oui, j'y arrivais. Je disais dans un premier temps que ce qui est sûr, c'est que quelque chose s'est passé. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais beaucoup peuvent profiter de cette situation pour faire dans de la diffamation, pour faire dans de la récupération, pour faire des faux témoignages ou porter des fausses accusations contre ce monsieur qui doit avoir un bénéfice de doute, qui a droit à la présomption d'innocence. Donc, moi personnellement, les gens m'ont demandé de me prononcer là-dessus. Je vous dis, je reste neutre, je reste observatrice. Je remets tu attends de voir, tu attends d'en savoir plus. J'attends d'en savoir plus. Pourquoi? Parce que on a toujours vu, et il faut faire extrêmement attention, surtout pour des gens qui affichent les photos des personnes qui aujourd'hui ont refait leur vie et on affiche leurs photos. Vous savez, Facebook, c'est quelque chose. Nous sommes derrière les réseaux sociaux, mais la justice, c'est autre chose. Les autorités ne travaillent pas comme nous. Ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux, c'est de la pure diffamation. Et il va falloir qu'on sache faire la part des choses. Ne faisons pas dans l'émotion, restons dans l'objectivité. Alors, je demande respectueusement à toutes les victimes, moi je suis prête, à toutes les victimes de venir un visage découvert sur mon plateau. Pourquoi? Parce que, de toutes les façons, vous avez déjà un avocat. Vous avez droit à être protégé. Pire encore, les personnes qui sont en Occident, vous qui êtes en Europe, vous êtes protégés. Ce qui est sûr, c'est que si vous avez vécu ce genre de vice, si vous êtes passé par là, vous pouvez très bien vous déclarer. Je vous le dis parce qu'en amont, ce monsieur qui est accusé aujourd'hui, lui, il ne va pas se laisser faire. Il a déposé sa plainte et il attend qu'on lui apporte les preuves de tout ça. C'est pareil. Il y a Nathalie Koa qui a été mouillée dans cette affaire. Il y a Coco Emilia qui a été mouillée dans cette affaire. Est-ce que, en amont,
C'était pas pour faire ressortir Il y le a des passé. officiers, il y a des officiers de l'armée camerounaise qui ont été mouillés et salis, des personnalités, des noms qui sont ressortis. C'est extrêmement grave. Et moi, j'ai bien peur des retombées. Parce que moi, aujourd'hui, je suis une personne crédible, je le dis haut et fort. Je ne vais pas raconter n'importe quoi sur ma page pour me faire des followers, pour attirer du monde, pour la monétisation. Parce que on nous applaudit devant les réseaux sociaux, mais quand tu te retrouves face à la réalité, au tribunal où tu dois te justifier et apporter les éléments matériels, ce n'est pas vous qu'on prend. C'est nous qui venons afficher nos visages. C'est nous, les personnages publics, qui payons des frais. C'est nous qui sommes exposés. Alors, moi, personnellement, je ne vais pas faire dans du suivisme, mais j'attends plutôt d'avoir un certain nombre d'éléments, des preuves concrètes, des preuves matérielles, pour voir des personnes qui viennent un visage découvert, témoigner. À partir de là, oui, ce monsieur sera, pour moi, je vais le marquer la culotte. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. N'importe qui peut venir témoigner. Je peux jouer son rôle et dire que je me suis fait violer il y a de cela 18 ans. Mais qu'est-ce qui dit que c'est la vérité? Si je veux le nuire et que sa tête ne me plaît pas, je suis prête à tout. Si je veux régler son compte, il était peut-être avec ma soeur, mais je suis prête à tout. Si je n'aime pas la tête de Nathalie Koua et que je veux faire émerger, je veux que son passé refasse surface, je suis prête à tout. Alors, il faut arrêter. Faisons preuve de sagesse et de discernement. Que toutes les personnes qui vont se prononcer sur cette affaire prennent leurs responsabilités. Mais moi, pour ma part, je fais preuve de vigilance. C'est la voie de la sagesse et de la maturité, voilà. Michel. Ça ne veut pas dire que nous sommes insensibles. Nous restons prudents. Nous essayons d'observer, d'en savoir plus avant de nous prononcer. Parce que ce qui est sûr, c'est que les vraies victimes sont là. Mais avec la tournure, au vu de la tournure des événements, les victimes ne pourront même plus se prononcer. Tout à parce fait. Que finalement, on leur aurait volé la vedette. Et au finish, quand on ira mener l'enquête, ce sera n'importe quoi. Excusez-moi. Il y a eu de la récupération, en fait. La récupération, ça va un peu dans tous les sens. Donc, s'il vous plaît, essayez de nous clarifier, de nous éclairer un peu, apportez-nous les éléments clés qui nous permettent de nous appuyer là-dessus pour pouvoir attaquer l'individu. Sur ce, je vous remercie. Je remercie le commissaire Zogo. S'il y a un dernier mot à dire par rapport à cette affaire, avant que de nous dire au revoir. Non, mais je n'ai pas grand-chose à ajouter. Comme tout le monde, Michel, j'ai une posture de prudence, de sagesse et je m'entoure du maximum de précautions possibles pour ne pas tomber dans le piège, n'est-ce pas, du suivisme. Je ne suis pas un mouton de panurge. Alors, en tant que lanceur d'alerte, moi, j'ai eu affaire à des procès. Si je n'avais pas d'épreuves devant la justice, j'aurais été condamné. Donc, je fais très attention parce que c'est une affaire sensible où il y a des potentielles victimes et il y a des noms de personnalités qui ressortent. Et j'attends, comme toi, comme tous ceux qui sont prudents et matures, d'avoir davantage d'éléments et de preuves avant de me positionner. J'invite aussi les victimes, les vraies victimes, non pas à se livrer à la récupération, à la manipulation, mais à se rendre auprès des tribunaux et justice, parce que désormais, le gouvernement les y encourage afin de se plaindre, de déposer des plaintes en bonne et due forme en tant que partie civile, et maintenant de contacter d'autres lanceurs d'alerte pour que l'affaire ne soit pas comme la seule affaire de Jules Manteau, qui pourrait être accusé de collision avec tel, de manipulation, de chantage. Les victimes pourraient également nous saisir, te saisir, nous apporter des éléments probants et d'autres blogueurs et influenceurs. Peut-être que ça peut davantage crédibiliser leurs actions et leurs combats, sans pour autant vouloir jeter l'anathème et l'opprobre sur Jules Manteau. Il n'est plus tout à fait très crédible, même s'il porte une bonne et noble cause. Il y aura toujours des doutes et des suspicions, Michel, tu comprends? Alors, nous lançons un vibrant appel ici à toutes les victimes, les véritables victimes, à essayer de diversifier le champ d'intervention au niveau des blogueurs, des lanceurs d'alerte. Nos pages sont publiques, connues et ouvertes. Oui. Qu'elles essaient aussi de venir vers nous, de nous contacter, de nous apporter leurs témoignages, les preuves dont elles disposent, pour que ça ne soit plus la seule affaire de Jules Manteau. Qu'on dise que,
Voilà le commissaire Zogo, qui est quand même quelqu'un d'objectif et de neutre, qui parle de cette affaire avec des preuves. Voilà Michel, voilà tel. Et c'est ce qui pourrait davantage crédibiliser leur combat. Voilà tout ce que je pourrais apporter comme supplément, en plus de tout ce que tu as dit, qui me semble très intéressant et très pertinent. Voilà. Pour finir, je vais vous dire que nous, les personnes des réseaux sociaux, nous qui venons à visage découvert, nous courons un danger permanent. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la cybercriminalité. Moi, j'ai déjà été interpellée à 2 reprises. Et heureusement que j'ai des vidéos où on m'a demandé d'apporter les preuves sur certains faits que j'aurais avancé dans mes directs. Vous savez ce qui m'a sauvé? C'est parce que j'avais des supports matériels. C'est parce que j'ai toujours parlé au conditionnel. C'est parce que quand je viens faire mes directs, j'ai toujours, comme on dit, les journalistes ne dénoncent pas la source de leurs informations, sauf si besoin, en cas de force majeure. C'est ça qui m'a sauvé. Donc, avec cette expérience, au fil des temps, j'ai appris à avoir beaucoup de réserves. Jusqu'à présent, je suis sortie d'elle, alors je fais extrêmement attention. D'ailleurs, avec ta permission, Michel, il n'y a pas pas dans la que masse. Juste une seconde, Michel, tu permets, Oui. il n'y a pas que la menace de la justice, il y a la menace de se faire lyncher. Exactement. Comme je te l'ai dit, j'ai été agressé à Lorient en Bretagne par un follower fou furieux qui pense que ce que je dis ne l'arrange pas. Aborder cet aspect. Moi, je ne peux pas partir sans parler de. Merci, monsieur le commissaire. Monsieur le commissaire a été victime d'une agression verbale du côté de la Bretagne qui a failli tourner au vinaigre. Alors, il a très mal vécu. Alors, monsieur le commissaire, je voudrais que vous reveniez un peu sur les faits pour démontrer aux internautes que nous sommes en danger permanent et que les réseaux sociaux, ce n'est pas une blague. Absolument. Nous sommes exposés en tant qu'acteurs des réseaux sociaux. Nous devons savoir qu'il y a la menace judiciaire et la menace des déséquilibres mentaux qui peuvent attenter à nos vies. Du coup, je me suis retrouvé à une cérémonie privée familiale, l'anniversaire d'un de mes neveux. D'ailleurs, ma belle-sœur en question est fiancée à un compatriote Bamileke. Donc, je me suis retrouvé là-bas et en accédant à la salle de fête, j'étais avec mes enfants, ma fratrie. Il y a presque un déséquilibré mental qui m'a interpellé bruyamment et violemment, m'accusant d'être bamiphobe, d'être anti-Bamileke. Et c'est plutôt les autres followers, mes amis, ceux qui me respectent dans la salle, qui l'ont neutralisé et l'ont rappelé à l'ordre pour que les choses se calment. C'est une preuve, donc, s'il en était encore besoin, comme Michel venait de le dire, que nous devons faire attention à ce que nous disons, parce que parmi ceux qui nous suivent, il y a des gens fragiles, vulnérables, des déséquilibrés mentaux, des dégénérés mentaux. Il y a aussi des gens lucides, sérieux, sereins, qui savent apprécier. Faisons donc attention, parce qu'il y a cette double menace qui pèse au-dessus de nos têtes, comme une épée de Damoclès, à savoir la menace de la justice. Et maintenant, même au niveau du public, sachons défendre la bonne cause, de telle sorte que lors de nos sorties publiques, il y aura une partie de l'opinion qui va dire non, ce monsieur est correct, il est honnête, il est intègre, nous n'allons pas te laisser faire ce que tu as à faire. Voilà donc ce que je puis dire au sujet de cette mésaventure qui m'est arrivée du côté de la Bretagne. Je remercie toutes les populations qui se sont levés promptement pour stopper ces dégénérés mentaux et ces déséquilibrés mentaux, tout simplement. Voilà. Merci encore au Dieu Tout-Puissant d'avoir préservé le commissaire Zogo qui a rejoint sa famille et qui est rentré en paix. Alors, moi, personnellement, je me suis toujours fait entourer d'une sécurité. Chaque fois que je me déplace, je me fais protéger parce que nous sommes exposés au quotidien. Alors, quand il y a des sujets sensibles de ce genre, on prend le temps, on prend du recul, on observe, on analyse avant de venir nous prononcer. Merci encore, chers followers. Merci au commissaire Zogo, malgré l'heure à laquelle nous faisons le direct, a pu honorer et qui est toujours resté là dans le cadre de cette émission. Merci, commissaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Félicitations encore à la Côte d'Ivoire. Bonne suite de la compétition et puis bonne soirée à tout le monde. Au revoir.